grand 2, c'est la page 114. Alors je commence. Donc grand 2, de la verticalité à l'esthétique de la praxis. Grand A, l'accès aux conditions d'existence, la verticalité. Petit 1, comment exister quand on n'a pas les moyens de vivre? Comment exister quand on ne fait que survivre? Le survivre n'est que crainte et tremblement. On a réduit cette terreur à la peur du prédateur prédaté. Mais ce n'est là qu'une composante de l'état de nature. La situation d'homme naturel est métaphysique, ontique. Seule la philosophie peut désigner l'état de manque de l'homme naturel. La vie sensible et la vie physique requièrent certes un équipement élémentaire, mais encore insuffisant pour organiser l'élémentaire vie sociale. Avec quelle arme se défendre, se protéger et attaquer? C'est un bien dur état que d'être le sous-développé prédateur-prédaté que Prométhée va parrainer. Pas de crocs, pas de griffes. De même que l'humanité a inventé le feu, élément pourtant réputé naturel, elle s'est servie de la seule arme qu'elle possédait, la verticalité. Celle-ci est déjà outil et arme de l'ethnocentrisme. Donnez-moi la verticalité et je soulèverai le monde. Elle va se révéler posture redoutable parce que physique et physique des corps. Qu'est donc la verticalité? L'équilibre entre deux forces égales et de sens contraire. Voilà déjà une mesure scientifique, le fondement de toute une dynamique. Une unité de mesure va se constituer. Le mouvement est fait de la complémentarité des contraires, de leur fusion dans une spatio-temporalité fondamentale, qui sera le principe même de l'identité du genre humain. En effet, l'immobile et le mobile, le faire et le défaire, le centripète et le centrifuge sont constitutifs du même acte. Le défaire pour se refaire. Nous tenons là la tradition anthropologique de, bonne suspension, l'être et le néant. La dialectique de l'en-soi et du pour-soi, de la néantisation de la liberté. Mais notre interprétation est contenue dans la physique, comme fondement d'une anthropologie qui sera aussi parcours phénoménologique. Petit 2. La pratique du mouvement, phénoménologie de la verticalité. Petit a, l'apparition de l'Homo erectus. Enfin, l'Homo erectus est arrivé. Quel dithyrambe pourrait rendre hommage au plus vaillant soldat du genre humain, à l'athlète complet de la nature, à la plus belle créature de l'univers, au héros de la praxis. C'est l'homme qui a transformé une espèce animale en genre humain. L'Adam de l'évolutionnisme, créature créatrice, jalousée des dieux. Et voilà l'Homo erectus, la fondation de la dynastie humaine, le père d'Adam, et de la phénoménologie, celui par qui l'humain enfin commence. Tenez-vous bien. Ces travaux d'Hercule et de Prométhée associés ont été accomplis par un prématuré. Le genre humain est une espèce bien particulière. C'est le plus démuni qui peut le plus, et qui peut même accomplir le geste de la création, le procès de production, comme le divin. C'est une espèce qui sait et qui peut. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Ce levier, je l'engendrerai moi-même, la main. J'en ferai le genre humain. Avec la main, je soulèverai mon corps, ce levier de l'univers. Et mon corps dressé sera la première praxis. L'acte de créer doit d'abord se créer. Le genre humain apparaît comme une geste d'inspiration divine, puisque créatrice de ce qui fera les créatures. Il est une scène de la création qui est exemplaire de ce qui doit se créer. Le plus significatif de l'affaire est que ce héros de la praxis est resté le soldat inconnu de l'espèce. L'Homo erectus reste caché
sans aucune mythologisation. Il y a bien la fête du travail, mais c'est l'anonymat pour celui qui est pourtant à l'origine non seulement du travail, mais du faire, de l'acte de faire, de la création du faire. On lui a préféré l'homo faber et l'homo sapiens pour caractériser la praxis, la création de l'outil. Mais lui, il a offert son corps comme moyen de la praxis. Il s'est créé comme instrument de travail, comme fonctionnalité en totale rupture avec le corps relais. De l'homme de l'être, il se fait homme de la praxis. D'une patte, il fait une main. Et de cette main, l'outil du corps, et de celui-ci, le corps-outil. Il est à l'origine de la création sans péché et sans animisme, ces deux origines de la vie, point de suspension idéologique. Il est notre salut possible, celui de la création rendue à l'homme après le long parcours de la laïcisation. Première mission, premier salut, premier travail, faire son corps. L'homo erectus doit donc, en un seul geste, de quadrupède devenir bipède. Il doit d'abord se dresser sur les pattes de derrière. D'autres savent le faire, mais lui reste debout. Ce n'est pas tout d'accéder à la verticalité, il faut y rester. Déjà, les singes supérieurs abandonnent. Pourquoi faire debout? La première conquête, c'est l'équilibre. Être équilibré. L'homo erectus réalise du premier chef tout un programme de vie. Être équilibré, c'est rester à la verticale. Pour alors, autre mouvement, se déplacer. Quel travail de synchronisation déjà? Se redresser, rester à la verticale, se déplacer. D'un pas, l'homo erectus passe du règne animal au règne de l'humain. Quelle performance! La jubilation du petit enfant, lorsqu'il arrive à marcher, après un long apprentissage, n'est-elle pas l'écho de celle de l'homo erectus? Lorsqu'il se crée lui-même, autre création originelle, inauguration de l'existence humaine. Un animal qui se tient debout et qui marche. Quel renouveau zoologique! On peut s'arrêter. Moi, c'est une question, mais vous l'avez déjà fait la semaine dernière? Mais on l'a fait, oui, on l'a fait. Parce que est-ce que vous étiez interrogé sur le... Quand il dit on lui a préféré l'homo faber, il désigne quoi là-dedans? Est-ce qu'il désigne les catégories en vogue face auxquelles il préfère réhabiliter l'homo erectus? Ou est-ce que c'est comme ça que vous comprenez ou pas? On a court-circuité ouais, l'homo erectus. Ok, oui, on a court-circuité. On a court-circuité du point de vue... l'homo faber arrive comme un cheveu sur la soupe, quoi, du point de vue de la paléontologie, etc. Donc il y a un peu surtout, disons que là, ce qui est intéressant avec Kouskar sur l'homo erectus, il le développe un peu après, c'est son idée que c'est le fait que l'homme arrive à se redresser, qui lui donne accès à l'espace et au temps en fait. Ouais. Ça serait d'après lui le geste fondamental qui va le faire basculer dans une autre manière d'appréhender le monde et de le comprendre, parce qu'il réussirait à utiliser sa force pour changer de posture. Et donc ça c'est à la fois un travail sur l'espace et le temps, quoi, comment s'organiser pour le faire, etc. Et ça c'est assez novateur, enfin je trouve que c'est beau comment il le, comment il le dit, comment il l'explique. Créer le temps, substance et l'espace, la spatio-temporalité propre à l'être humain par rapport aux animaux. Il en parle après également. Mais là, donc, il dit bien que en fait, c'est la verticalité, quoi, qui est le fait que le corps se dresse, qui est la première praxis, d'après lui. Donc là, l'homo erectus, donc celui finalement qui se lève, c'est la première praxis. Sans doute, comme tu dis, parce que ça le fait accéder à une
spatio-temporalité qu'il crée, qu'il crée lui-même, quoi, finalement, et qui sont qui est les prémices pour une praxis type Homo faber, création d'outils, etc. Là et après, également, il met en parallèle à la fois la verticalité et la main, quoi. La patte animale qui devient main, et puis les singes dont il dit que certes ils se mettent debout, mais pourquoi y rester, quoi. Donc ils n'acceptent pas la verticalité, quoi. Parce qu'il faut non seulement se mettre debout, mais il faut y rester, quoi. Alors il ne développe pas tellement là, c'est comment finalement le fait de la verticalité peut amener à la création de la spatio-temporalité, pour l'homme, du temps et de l'espace qui lui sont propres. Ça, j'avoue, je comprends mal. Il l'explique un peu mieux dans le petit 3, moi, je trouve. Ouais. Hein. Ah bon. Ah oui, peut-être. Là, il l'évoque un peu quand il dit que donnez-moi un levier, je soulèverai le monde, en fait, quoi. Et justement, il suppose que le bipède va utiliser sa main pour se repousser du sol, en fait, quoi. Il y a aussi peut-être le fait, là, comme il dit, que en fait, qu'est-ce donc la verticalité? C'est l'équilibre entre deux forces égales et de sens contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se lève, si on n'équilibre pas le basculement en arrière et le basculement en avant, tu retombes à quatre pattes. Donc si tu entends être vertical et y rester, il faut qu'à chaque moment, tu contrôles à la fois le fait que tu ne partes pas en arrière et que tu ne partes pas en avant. Donc ça oblige à quand même une certaine maîtrise, un certain contrôle, finalement, qui peut-être un peu les prémices En fait, pour moi, il y a trois temps là-dedans, tel qu'il dans ce passage-là. Il y a le temps de la verticalité, de l'équilibre et du mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, la verticalité, c'est déjà une acquisition, et en fait, il dit qu'effectivement, le singe, il reste pas à la verticale, alors que l'homme, il y reste, et donc il est en équilibre. Et après, si tu reviens au début de ce qu'on a lu, il te dit le mouvement est fait de la complémentarité du contraire. Donc en fait, il suggère qu'il faut avoir acquis l'équilibre pour pouvoir atteindre le mouvement. Ouais. Ce qui est un peu paradoxal, parce que... Enfin, ça ne l'est pas en fait, non, parce que je ne sais pas d'ailleurs où il va chercher ça exactement, mais c'est ça qu'il essaie de dire en fait, à mon avis. Et du coup, après, le mouvement implique la spatio-temporalité, parce que le mouvement, c'est le mouvement dans un espace, et s'il y a un mouvement, c'est qu'il y a une dimension temporelle. Donc, les catégories, je ne sais plus comment on appelle ça dans le kantisme, la causalité, hein. Non, pas la causalité, bon, en tout cas, la temporalité, la spatio-temporalité, quoi. L'intuition pure. Les intuitions pures, voilà, viendraient de là, en gros. C'est ça. Ouais, mais alors, par exemple... Mais elles auraient du coup été créées par un immanentisme qui serait le développement qui fait qu'il a été amené d'abord à s'équilibrer, et puis après à pouvoir... parce que les animaux se montrent souvent, quoi. C'est pas pour autant qu'ils accèdent à la praxis après. Donc, apparemment, c'est le fait de d'après, si on le suit, c'est quand même la verticalité qui, d'abord, oblige à rester équilibré, et ensuite se déplacer, qui pourrait peut-être être central, d'après ce qu'il dit dans l'accès ultérieur à la praxis. Ouais. Ce qui les différencie des animaux, c'est qu'il y a vraiment un effort, quoi. L'équipement dont dispose Homo erectus, c'est vraiment quelque chose qui doit aussi
construire, quoi. C'est pas comme un... Si on suit Kluskar, dans son idée toujours que l'animal, c'est comme prisonnier du présent et qui ne fait que réciter son ADN, il faut faire un effort, il faut faire des essais et des erreurs pour y arriver, quoi. Quand on regarde un petit enfant, il n'y arrive pas du premier coup, en fait. C'est vraiment parce qu'il a une... je ne sais pas comment l'appeler, une capacité plus aiguë de sentir, peut-être, et de mémoriser les choses, etc. Et de comprendre les choses. Et donc, là, il y a vraiment quelque chose qui apparaît, qui est nouveau, quoi. C'est pas quelque chose qui est immédiat, comme chez les animaux. C'est vraiment quelque chose qui se construit, en fait, à travers des essais, en fait. Quelque chose auquel il accède, quoi. C'est pas quelque chose qui lui tombe comme ça. Et les oiseaux? Ben oui, alors les oiseaux, tu vois, ils se tiennent debout, mais ils ont un équilibre naturel, en fait. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. C'est... Bon, bien sûr, on peut discuter, disons que ça, c'est le point de vue de Kluskar, en fait, mais bon, c'est intéressant parce que ça permet de bien trancher les choses, je trouve. Après, peut-être que c'est vrai que dans la réalité, ça pourrait être plus nuancé. Dans l'équilibre naturel, tu veux dire que c'est le fait que l'Homo erectus est dû, l'Homo erectus est dû à produire son équilibre par l'effort, qui en fait qu'il le mesure comme étant vraiment un truc décisif pour lui-même, alors que l'oiseau, lui, ça lui serait hérité, tel quel. Et... Oui, il n'en prend pas conscience de ce qu'il arrive à faire. Et d'ailleurs, un petit enfant, quand il est debout, il est en extase de ce qu'il a réussi à accomplir, en fait. Il jubile parce qu'il a l'impression d'avoir créé quelque chose. Puis encore une fois, peut-être ça lui donne vraiment une conception intériorisée du temps, parce que c'est quelque chose qu'il éprouve sur lui-même, à l'origine, en fait. Il voit bien la différence entre... il l'éprouve sur lui-même, il peut même en jubiler, être enthousiaste par rapport à ça, parce qu'il a créé quelque chose de nouveau, et il peut bien se rendre compte à la fois dans l'espace et dans le temps, dans le sens où dans l'espace, il est positionné différemment dans l'espace qu'au départ, et aussi dans le temps, parce que c'est bien quelque chose qui construit, en fait, dès le départ. En fait. Il se crée lui-même. C'est ça. Ça éclaire, voilà, toutes les choses qu'il pouvait dire au début de son livre, sur le se faire, par exemple. Là, il en donne il en donne ce qui pour lui est le plus important, plus que la fabrication d'outils, c'est la fabrication de lui-même, et cette fabrication de lui-même, ça serait la station debout. C'est-à-dire qu'il part d'un moment, si tu veux, où il n'y a pas de fabrication d'outils. Homo erectus, apparemment, donc il n'y a pas de fabrication d'outils. Donc il ne peut pas se référer à un truc qui n'existe pas encore. Donc, et il montre, à mon avis, ce qu'il vous montrait, c'est aussi qu'effectivement, comme il dit, il a offert son corps comme moyen de la praxis. Et ça, c'est pas, ça va pas de soi, quoi. Donc, quand il n'y a aucune praxis de constituer, donc il faut bien une étape pour que ça se fasse. Chez Kluskar, il dit que ça passe par la verticalité, même si peut-être après il développe plus et que c'est plus clairement établi, quoi, mais il a l'air de vouloir dire ça.